ça t'est arrivé d'avoir des fans qui sont un peu trop, qui vont venir sonner chez toi? On a eu une personne, en fait, avec Marion, qui a été... et ça a été très, très loin. Ça a été très, très loin et trop loin. Et c'était assez inquiétant, même, parce qu'il y a eu des menaces. On a été obligé de prévenir les autorités et tout ça pour que ça s'arrête, en fait. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Guillaume Canet. Je suis hyper content de le recevoir aujourd'hui sur Légende puisque ça a été, lui, notre premier invité du média. Ça a été la première émission qui est sortie. Donc voilà, ça sera son deuxième passage. Sauf que cette fois, on va refaire sa vie complète. On va parler de tout. On va lui poser toutes les questions pour essayer de comprendre son parcours, ce qui lui est arrivé, les gros succès, les échecs, l'éducation, les enfants. On va parler un peu de tout, de son couple, comment il gère sa notoriété, sa vie et tout ça. On va en parler avec lui. Merci d'être avec nous. Le mercredi, le vendredi et le dimanche, on vous met 3 émissions par semaine sur Légende, mais aussi en podcast audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. On est premier podcast de France au jour du tournage. Encore une fois, merci beaucoup à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous êtes entre 100 et 150 000 à nous rejoindre chaque mois. Donc voilà, merci beaucoup pour ça aussi. C'est parti avec Guillaume Canet sur Légende. On y va. Guillaume Canet, Légende, première. Ben voilà, re-bienvenue, c'est la deuxième émission qu'on fait ensemble. Ouais. Je suis content de t'avoir, c'est rigolo parce que tu heureux. étais le premier à être diffusé sur Légende. Ah, c'est vrai? Oui. Mais non. Tu as été la première émission, l'émission numéro 1. Tu n'as pas été le premier tournage, c'était la même journée, on en attendait plusieurs, et tu étais la première diffusion. J'en suis très très fier. Je vais le dire à mon fils, qui est très très fan, il va être très content. Il regarde et il écoute? Il regarde et il écoute, il est comme un dingue. Même tous les garçons de son âge à l'école, ils sont comme des dingues et il m'étonne tous les jours parce que je me dis, ça me fait plaisir parce qu'il apprend des trucs. Ça l'instruit beaucoup. Donc il me sort des doses sur des trucs complètement improbables. Je lui dis, mais oui, comment t'es au courant de ça? Et il me dit, ouais, t'es Légende. Et il s'endort avec ça. Il écoute les podcasts en s'endormant. Voilà. Il était content que tu viennes, tu l'as dit? Il est hyper content. Il m'a même demandé hier soir, il m'a dit, quand est-ce que tu fais Légende? Je lui dis, demain matin. Ah, cool. Bon, la prochaine fois, c'est ce que je te disais, tu viendras faire visiter Ouais, je pense que ça lui plairait beaucoup. Le studio. T'es là pour Ad Vitam. Alors, à l'époque, l'émission durait 20 minutes, 25 minutes. C'était très court, les premiers épisodes qu'on avait fait. Là, ça a l'air un peu plus long. On refait la vie de l'invité. C'est un peu rallongé. Et puis, donc, on est en podcast audio aussi. Merci encore de faire de Légende le premier podcast de France. D'ailleurs, merci à vous tous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Tu viens pour parler d'Ad Vitam, film sur un thème qui te plaît beaucoup, c'est le GIGN. Ouais. Ça te plaît encore plus qu'avant de l'avoir découvert de l'intérieur ou pas? Ah ouais, d'abord, je me suis fait aussi beaucoup d'amis. Et puis, ce qui était dingue, c'est que c'est parti quand même d'une rencontre, parce que j'avais fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Thibault Lévesque, où j'avais fait une préparation de maniement d'armes pour un film où je faisais un mercenaire, voilà, dans un film. Et j'avais rencontré cet homme, en fait, qui avait passé 20 ans au GI, membre opérationnel, et qui m'avait donc entraîné. Et puis, 3 ans plus tard, je suis sur un autre tournage, et je le vois, il travaillait avec l'armurier. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, voilà, c'est fini pour moi le groupe. Il était blessé à l'épaule après l'affaire Kouachi, tout ça. Puis il m'a dit, voilà, l'âge et tout ça, c'était terminé. Et je voyais qu'il n'avait plus l'étincelle dans les yeux, quoi, qu'il n'avait plus cette petite flamme. Et donc je lui dis, viens, on va déjeuner à la cantine ce midi ensemble. Et puis je parle avec lui, et puis je me rends compte que c'est un type qui est passé de 15-20 ans d'adrénaline, de rythme haletant, à vivre à donf tous les jours. Ils font 1 à 2 missions par jour en faisant des cas vraiment difficiles, quoi. Et donc, tout d'un coup, une vie où il sait que tous les mercredis, il va donner des cours de judo. Plus calme, plus rangé. Plus organisé. Donc, c'était assez troublant pour lui. Et je me suis dit, il y a un film génial à faire. Et là, j'ai passé pas mal de temps, j'ai été là-bas, j'ai eu un accueil incroyable parce que j'ai raconté l'histoire au général Réti, à Ghislain Réti, qui a beaucoup aimé le scénario. Et du coup, là, j'ai pu passer vraiment du temps pour continuer à écrire le scénario, m'inspirer, passer du temps chez eux, avec leur famille. Et c'est là que j'ai voulu faire non seulement un film sur après le GI, sur qu'est-ce qui se passe après, mais avec le flashback aussi de ce personnage pendant qu'il y était, et surtout l'homme sous le casque, enfin, je veux dire, sa famille, les enfants, c'est-à-dire que les mecs, ils voient des cas de forcenés où ils rentrent dans des baraques avec un mec qui a shooté les enfants, là, sa femme. Eux, ils voient ça, ils rentrent chez eux le soir, et il faut qu'ils soient capables le lendemain de repartir en mission, quoi. C'est-à-dire qu'il faut l'équilibre psychologique, il faut dur. Il faut qu'il y ait des têtes bien faites, pas seulement physiquement
il soit costaud, mais aussi psychologiquement. Donc voilà, donc j'ai passé du temps, et donc effectivement, pour répondre à ta question, 8 heures plus tard, j'ai effectivement adoré avant, mais l'expérience et le temps passé avec eux, et l'entraînement que j'ai fait aussi là-bas pour faire ce membre du GI, c'est vrai que j'ai une affinité particulière avec eux maintenant. Il sort le 10 janvier sur Netflix. Ouais. Je disais plus ça dans le sens où c'est pas feinté pour le film, c'est un vrai truc que tu aimes dans la vie. Ah non, je suis ce thème-là, c'était dans ce sens-là. Non, parce que c'est fascinant, parce que c'est très excitant en fait. C'est un peu opaque, c'est un peu secret du coup. Voilà, exactement. Donc quand on va là-bas, maintenant, chaque fois que je vais là-bas, je vais les voir. Il y a un truc très fascinant en fait. C'est fascinant de les voir partir comme ça en 2 secondes dès qu'ils partent en mission et tout ça. Il y a un truc où ça donne envie d'en être. On a envie d'y aller, on a envie de se planquer dans le coffre. T'aurais aimé faire ça? Parfois, j'aurais adoré. On peut pas tout faire dans la vie, on n'a qu'une vie, mais c'est vrai que parfois il y a des métiers comme ça qui nous donnent envie, quoi. Ouais, c'est c'est fascinant de voir ce qu'ils font et de voir la dévotion en fait, et cet engagement pour la vie. Hein, le film s'appelle Ad Vitam aussi pour ça. Eux, quand ils sont engagés, ils disent justement que c'est pour la vie. Il y a ce truc de confiance de ce groupe ensemble, le tir de confiance, tous ces trucs-là. Il y a un truc de camaraderie, de fraternité que je trouve assez fort, quoi. Le tir de confiance, c'est à la fin de la formation, il faut tirer sur un disque, un plateau d'argile, un plateau d'argile qu'on met sur le gilet pare-balles, évidemment, et il faut tirer dessus sur son copain pour montrer qu'on peut avoir confiance en lui. À 20 mètres avec un MR73 qui n'est pas une arme non plus aussi précise, Et bon, la marge d'erreur, elle n'est pas grande. Elle n'est pas grande, hein. 1 millimètre. Ah ouais. Tu dis que là, tu prends une balle en pleine tête. Tu l'as fait en vrai, ça? Non, je l'ai fait pour le film en faux, mais c'est prévu là. Je dois le faire. Ah ouais. Waouh. Moi, j'ai failli le faire et j'ai pas voulu au final. Ouais. J'ai tenu. Moi, ils voulaient mettre une cible au-dessus de la tête. Je devais porter une cible au-dessus de la tête. Et en fait, quand t'as tout le monde qui lève son arme face à toi, c'était 3 d'un coup, moi. C'était fin de soirée. Non, ça va aller. Ah oui, c'est la fin de soirée. Ouais, j'ai dit non, les gars, là, c'est trop. On va attendre, on va le faire le matin. Ça serait bête, en fait. Faut pas non plus chercher la merde, quoi. Ça parle des services secrets à un moment donné, de la DGSI, avec une histoire d'Américains. Voilà. Je ne vais pas spoiler le film, vous irez le voir, mais c'est quelqu'un qui sort du GIGN et il y a des histoires qui lui remontent de ce qu'il a, par rapport à une histoire qu'il a faite avant. Et il attendait que ça. Il attendait que d'avoir de l'adrénaline dans sa vie. Est-ce que ça, c'est inspiré d'histoires vraies? Est-ce que tu allais voir les histoires d'État? Parce qu'il y a des scandales d'État, comme dans tous les pays du monde. Tu t'es renseigné sur les choses qui s'étaient déjà passées? Ouais, c'est ça qui m'a inspiré, ce truc-là aussi. C'est les non-dits aussi. C'est les choses, qu'ils n'ont pas le droit ou ils sont pas aptes à. Enfin, ils ont pas l'autorisation de raconter certains trucs, certaines missions. Et quand il y en a certains qui sont au courant de certaines choses, on peut se retrouver dans un cas où on va décider d'éteindre cette personne. et donc voilà. Après, moi, l'histoire que je raconte dans le film, elle n'existe pas, mais c'est inspiré de choses qui arrivent. Ouais. Pour sauver les intérêts de la France vis-à-vis des États-Unis, en l'occurrence. C'était ça, quoi. Ouais. Quand il y a des marches, c'était par rapport à un marché d'armes qui était venu. Voilà. Je vous laisserai voir le film, mais il est très bien. Il y a Nassim Liès qu'on a reçu d'ailleurs aussi dans l'émission. Ouais, qui est super. Et c'est aussi une grande histoire d'amour, parce qu'il y a Stéphane Caillard qui est formidable, l'actrice qui joue ma femme. Et je dis ça parce que l'action, pour moi, est motivée par un truc de sentiment et d'amour. C'est-à-dire que quand ce mec se met à courir, il court pas non seulement parce qu'il a les flics derrière, mais aussi parce qu'il veut sauver sa femme et son bébé qui n'est pas encore né. Exactement. Qui est enceinte. Et donc voilà. Tu prends tous les véhicules qui existent au monde verré dans l'émission. C'est vrai que tu prends un moment donné. C'est toi qui fais du paramoteur. Ouais, je me suis fait plaisir. De la motocross, ça passe sur tous les. C'est aussi un film où tu t'es fait kiffer là. Ah bah ouais, complètement. Ouais, complètement. C'est pas toi qui réalise celui-là par contre là. Non, c'est Rodolphe, mon pote Rodolphe, avec qui je travaille depuis longtemps, qui a cadré beaucoup de mes films. Et là, j'avais écrit le film, je l'ai coproduit, donc ça faisait beaucoup avec les cascades, avec tout ce qu'il y avait à faire. Et voilà, et puis on s'entend très très bien, on a la même manière de voir les choses, de filmer et tout ça. Donc on a vraiment fait ce truc-là ensemble et c'était génial. Pour reprendre ta vie, 10 avril 73 à Boulogne-Billancourt. Ouais. C'est quoi l'ambiance à la maison? T'es élevé dans le cinéma ou rien à voir? Non, rien à voir. Non, rien à voir.
Je suis né dans une famille avec un père qui est agent immobilier. Moi, je suis né à Plaisir, donc dans les Yvelines, dans une résidence de maisons Breguet. Là, c'est des maisons, toutes les mêmes maisons, voilà. Avec dans la même résidence à 3 rue Jean Dujardin, où j'ai grandi avec lui également. Et puis, c'est un cadre assez génial. Donc, ouais, non, j'ai ma mère qui est prof de tennis et mon père qui est dans l'immobilier. Famille middle class, rien à quoi. voir, voilà. Et on a, voilà, on vit dans ces maisons où il n'y a pas de séparation entre les jardins. Tous les gamins se connaissent. Et donc, il y a un côté très kiffant quand même d'être avec plein de gamins dans cette résidence où moi j'habitais plus à côté du centre commercial où on pouvait aller faire les conneries. Et voilà, j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Et puis après, il y a eu la séparation de mes parents. Après, on est parti à Gambé, dans les Yvelines, un peu plus loin. Tu as habité chez ta mère, chez ton père? En fait, non, j'habitais avec ma mère. Mon père, je le voyais le week-end. Et il était à Paris. Après, tu vas faire du cheval, beaucoup. Ouais. Tu vas t'y mettre vraiment très fort, tu vas faire des compétitions. Ouais. C'est vraiment, je récap toute ta vie, parce que c'est intéressant aussi de comprendre le parcours, comment t'en es arrivé là. Tu vas faire du cheval, tu vas avoir un accident de cheval à 18 ans. Ouais. T'es dessus, t'es à côté, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé à l'accident? Je suis parti une foulée avant l'obstacle, en fait. Quand t'es sur un parcours d'obstacles, t'as un nombre de foulées que tu repères avant de faire le concours. T'as ce qu'on appelle une reconnaissance à pied, où t'as tous les cavaliers qui rentrent sur la piste et qui marchent le parcours et qui comptent le nombre de foulées qu'il y a entre chaque obstacle. Par exemple, quand t'as des lignes à 4, 5 foulées. Et donc, en fait, quand tu fais 4 pas de 1 mètre, ça équivaut à une foulée. Donc, tu sais, en fonction du cheval que t'as, qu'il y a des grandes ou petites foulées, s'il faut que tu reprennes dans la ligne ou s'il faut que tu avances plus pour rester dans le contrat de foulée et que le cheval puisse partir au bon endroit pour avoir la capacité de sauter et de franchir l'obstacle totalement dans sa largeur, dans sa hauteur. Donc ça devient très technique. Des fois, c'est vraiment à 20 cm près. On est trop près de l'obstacle et il risque de faire une faute. Donc en fait, c'est très technique. Donc on repère ça comme un truc de bobsleigh. Juste avant de partir, tu sais que tu as le 1, après tu as 4 foulées, 5... Comme les mecs de F1 qui refont leur parcours. Voilà, tu fais tout ton parcours comme ça. Et là, dans une foulée, on s'est pas compris. Moi, j'ai voulu reprendre et faire une foulée de plus. Et lui, il est parti avant. Donc, il a décollé une foulée avant l'obstacle. Donc, il a atterri dans l'obstacle. Et donc, il a pédalé dans l'obstacle. Il est tombé. Moi, je suis tombé. Et il s'est relevé sur moi, donc avec les crampons, parce que c'était sur herbe. Il m'a marché dessus, il m'a pété la main, il m'a foutu des trous de crampons dans le dos. Je me suis pété tout le côté droit. Et donc voilà, je suis resté séché un peu au sol. C'est dangereux le cheval, hein, quand même. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup... tu te prends 500 kilos sur la gueule quand même. En fait, si tu tombes et que le cheval te roule dessus ou te grimpe dessus, tu te prends 500 kilos dessus quand même. Ce qui est pas... C'est Vincent Lagaffe qui a eu un énorme accident de cheval. Ah ouais, c'est vrai. C'est un énorme fan de... Ouais. Ah, il a été très ému là, parce que c'était un peu son meilleur pote d'enfance. Il a grandi avec son cheval, quoi. Ah ouais. Et il était tombé, pareil, son cheval était mort avec un piquet en fer, il était tombé dessus, tu vois, un truc. Wow. Ils avaient lâché un chien, une mamie qui avait lâché son chien était descendu, il avait couru, ça avait fait peur à son cheval. Mais on peut vite se blesser, même grièvement, quoi, tu vois. Ah ouais, moi j'ai fait des grosses chutes à cheval, j'ai eu des gros... Et tu continues d'y retourner quand même? Ouais, là, ces derniers temps, j'ai beaucoup moins monté parce qu'il faut quand même beaucoup d'entraînement et monter régulièrement. Et là, ces derniers temps, j'ai eu vraiment trop de travail pour faire que ça. Et donc, du coup, j'ai fait des sports où on a moins besoin d'entretenir et de passer du temps à l'entraînement. Donc, je fais de la moto, je la laisse dans le garage. Et voilà, et c'est plus facile. T'aimes l'adrénaline beaucoup, ouais? Bah, j'en ai vraiment besoin, ouais. Ah, c'est marrant, ça. J'en ai vraiment besoin, ouais. Et à chaque fois que j'ai... Ouais, c'est pour ça que je fais du parachute, du paramoteur, du parapente, de la motocross, ouais, toutes sortes de choses. Ouais, j'ai besoin de me sentir vivant. Ouais. Ouais. Tu fais du parapente tout seul ou tu fais en duo? Non, tout seul. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et là, je vais passer ma PAC, justement, pour sauter en parachute tout seul, parce que j'ai fait plein de sauts en tandem. Mais voilà, et puis le paramoteur, c'est une vraie passion aussi.
mon premier décollage, c'était un moment assez intense, en fait. C'est pourquoi? Parce que c'était le jour... En fait, je voulais absolument décoller le jour de mon anniversaire. Je voulais faire un vol. C'était une période de ma vie où j'étais pas top et où j'étais pas en confiance. J'étais pas... voilà, je me sentais pas super bien. Et puis, je me suis dit, faut que je fasse un truc de dingue et que je me sente vivant, quoi. Et j'ai entendu parler de cette activité, tout ça, et j'ai été voir un mec dans les Yvelines, et je vais le voir, et c'était genre 3 jours à mon anniversaire. Je dis, voilà, je voudrais voler dans 3 jours. Il me dit, non, mais on fait pas ça comme ça. D'abord, il faut apprendre à manier la voile, après le moteur, et puis après... je lui dis, mais après, comment ça se passe? Il me dit, bah, après, il faut avoir les couilles d'accélérer, de décoller, quoi. Et je lui dis, OK. Il me dit, bah écoute, on peut faire de manière intense, on va voir, mais je peux pas t'assurer que le jour de ton anniversaire. Et puis tout s'est bien calé. Et le jour de mon anniversaire, 3 jours plus tard, la météo était bonne. Et il me dit, bah allons-y, quoi, si tu veux, allons-y. De toute façon, c'est pas moi qui suis dessus. Et donc là, je lève la voile et tout, je pars, je commence à courir, je mets le gaz. Il me dit, vas-y, mets les gaz. Et je mets les gaz, et je décolle. Et là, je déconne. Et je suis en panique quand même. Et là, en fait, il faut se mettre dans la sellette. C'est juste une hélice dans le dos, c'est ça? Une hélice dans le dos, un parachute au-dessus. Voilà, c'est ça le paramoteur. On a une hélice dans le dos et comme une voile de parapente, en fait. Et là, on décolle d'un champ, quoi. Et là, je décolle. Et là, normalement, il faut après lâcher les commandes et prendre la sellette qu'on a qui est comme ça, et la tirer sous les fesses, pour pouvoir s'asseoir dans la sellette, en fait. Comme en parapente, un peu. Voilà, exactement. Et là, en faisant ça, j'étais tellement tendu que je force, et là, j'entends clac, et je sens une douleur, mais intense. Et en fait, je lève la main et j'avais mon pouce qui était là. Oh, mais non. Mon pouce, je m'étais pété ici et arraché le ligament. Tu vois, j'ai une cicatrice ici. Je me suis opéré après. Et je me suis retourné le pouce comme ça, et j'avais le pouce qui pendait comme ça. J'étais là, oh putain, merde. Et je me suis dit, bon, je vais voir ça tout à l'heure. Et le mec me dit dans la radio, il me dit, si tout va bien, bouge les jambes. Donc j'étais là, je bougeais les jambes, les pieds. Et puis je me suis dit, bon, je vais finir, je ferai ça à l'atterrissage. Et puis j'ai atterri, et puis là je l'ai tiré, je l'ai remis en place, sauf que j'avais pété le ligament. Mais quel enfer, ça fait très mal de se retourner les doigts. Ouais. Pas forcément sur l'instant, mais c'est quelques secondes après, quoi. Ouais. Et t'as fini ton vol quand même de quelques minutes? Et j'ai fini mon vol, et après je me suis posé, j'avais un truc d'adrénaline de fou. Je l'ai fait faire d'ailleurs à Benoît Magimel, il a volé, je l'ai fait voler, il a fait son premier vol, j'ai la vidéo de ça. Il est là, ouah! Et tu vois, l'atterro, il est comme un ouf. Vous pouvez voler à 2 ou pas, non? Ouais, tu peux voler à 2, tu peux voler en chariot, tu peux voler à 2 à pied ou en chariot, tout ça, c'est... Parce qu'il peut rien t'arriver en vrai avec ça. Enfin, il peut rien t'arriver, attention. Si, il y a beaucoup d'accidents. Ah bon? Ouais. Je pensais que justement, si le moteur tombe en panne, tu peux te laisser un peu... Ah ça oui, si le moteur tombe en panne, tu peux te poser, ça y a aucun problème. Mais tu peux faire des fermetures, donc quand la voile se ferme, ça c'est moins fun. Ah ouais. Faut pas avoir peur quand même de ce truc-là. Tu vas arrêter l'équitation, et quand tu vas partir vers l'acting, il paraît que c'est Jean Rochefort qui te dit que tu devrais faire du cinéma. Comment tu rencontres Jean Rochefort à l'époque? En fait, j'avais commencé déjà à faire... je suis arrivé à Paris parce que, donc après cet accident, moi je faisais des courts-métrages depuis hyper longtemps, en Super 8, en vidéo, je faisais des conneries dans ma chambre, je faisais des faux sketchs, des fausses émissions de télé, je faisais les émissions de l'époque, je faisais des faux Ushuaïa, je faisais des fausses... comment il s'appelait, Laurent Boyer, là. Ah oui, Graine de Star. Oui, Fréquence Star. Fréquence Star. Donc, avec des potes, je faisais des faux invités, chanteurs et tout ça. Je faisais des trucs de merde. Mais voilà. Et donc, du coup, je voulais être metteur en scène et je voulais faire des films. Et donc, j'ai été à Paris parce que je me suis dit, je veux faire des films. Et en fait, j'ai été au cours Florence. Je me suis dit, si je vais mettre en scène, il faut aussi que j'apprenne le métier d'acteur et je comprenne le métier d'acteur. Donc j'ai fait ce passage au cours Florent avec un stage qui m'a dévissé la tête parce que j'ai réalisé que c'était quand même très kiffant de jouer aussi sur un plateau et de jouer la comédie. Et donc j'ai commencé d'abord à être acteur avant d'être metteur en scène et j'ai fait quelques téléfilms et quelques pubs. Je faisais de la figuration pour gagner ma vie et puis un peu de théâtre, mais des petits trucs. Et un jour, j'étais de passage chez mon père, qui était devenu entre-temps éleveur de chevaux, après l'immobilier, et qui... En rapport avec toi, parce que tu l'as fait un peu découvrir la passion. Ouais, et lui, en fait, il était passionné de chevaux depuis des années, et un jour, il a
tout lâché. Et en fait, il a acheté un champ de colza. Nous a emmenés. Il nous dit, voilà, maintenant, je vis là. Et il y avait un pavillon sur le truc. Et il a créé des écuries, des trucs et tout. Il a investi là-dedans comme un dingue. Et c'est devenu un endroit où il y a eu beaucoup, pendant plusieurs années, les championnats de France de complet, tout ça et tout, de concours complet. Et voilà, c'était son rêve de voir des poulains devant chez lui et tout. Et il s'est endetté à fond pour créer cet endroit. Et bon, voilà. Et c'était un truc assez chouette. Donc j'étais ce jour-là, un jour, passé voir mon père, qui était un moment qui s'est absenté. Et Jean Rochefort arrive aux écuries pour venir voir une pouliche qui était née chez mon père. Et là, donc il me voit, il me demande si je peux lui présenter la pouliche et tout. Donc j'y vais. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça. Je lui dis, je suis acteur. Et il me dit, oh, je le savais, vous avez la gueule à ça et tout ça et tout. Et puis on commence à parler. Et puis je lui dis, voilà, je fais un peu de trucs. Et il me dit, si tu veux, je prépare un film, on cherche un jeune acteur. Si tu veux faire le casting, j'en parlerai au réalisateur. Et je lui dis, ouais, ça serait génial et tout. Hein. C'était un film qui s'appelait Barracuda. Et moi, j'avais pas fait de film pour le cinéma. Et à l'époque, quand tu faisais de la télé, c'était pas bien vu. C'était mal vu, ouais. Ouais, c'était pas bien vu du tout. Les acteurs de cinéma ne faisaient pas de télé. En fait. Ça a changé, ça, ou il y a toujours oui, ça a changé. Ouais. Ouais, ça a changé. Et donc, ouais, il y avait vraiment un truc très compartimenté et tout. Et j'ai un jour le réalisateur qui m'appelle, Philippe Haïm, et qui m'appelle et qui me dit, oui, alors voilà, Jean Rochefort m'a demandé de vous rencontrer pour faire des essais. Donc, je vais suivre les ordres de Monsieur Rochefort et on va se voir. Et je voyais que ce mec était pas du tout aimable et pas du tout content de me voir. Et donc, je lui ai dit, non, mais on va pas se voir, en fait. Et c'était mon premier coup de bluff de cinéma. Il me dit, comment ça? Je lui dis, non, ouais, on va se voir seulement si on fait des essais et que ça vous plaît. À ce moment-là, on fera, mais moi, j'ai pas du tout envie de faire des essais, d'être pistonné, tout ça. Et je pense que ça lui a plu. Et du coup, on s'est vu, on a fait des essais, ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai eu le rôle. Donc, c'était quand même grâce à Jean. Et il m'a vraiment aidé pour ce premier film. Et c'est un film assez génial. Et c'était mes débuts au cinéma avec un grand rôle grâce à lui. Ouais. C'était quel film, ça? Barracuda. Barracuda. Ouais. Je me fais séquestrer par Jean Rochefort qui vit avec une femme. C'est un film assez génial. Il vit avec une femme qui est une femme en latex, quoi. Et une poupée gonflable? Pas une poupée gonflable, mais une genre de poupée en latex. Et il est complètement cintré, en fait. C'est mon voisin. Et il m'invite à dîner un soir. Et en fait, il me séquestre pendant plusieurs mois. Après, tu vas enchaîner des films où le départ est un peu compliqué. Est-ce que tu as connu cette période un peu difficile après? Ouais, j'ai eu un peu de tout. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de travailler avec des super metteurs en scène. Et puis, ça a été un peu rapide. Et un peu rapidement en haut, sans en avoir vraiment eu l'expérience, ni... je me suis retrouvé sur le tournage de La Plage avec DiCaprio. Et puis surtout en couverture de tous les journaux, quand je suis rentré, comme le jeune Français, tête d'affiche, tout ça, alors que j'avais pas fait grand-chose. Et derrière, ça a été un peu compliqué. J'ai fait un film dans lequel j'étais vraiment mauvais, Vidocq, avec Depardieu. C'était une catastrophe. Tu arrives à regarder parfois des vieux films de toi en te disant « Waouh, c'est trop dur ». J'ai du mal à me voir de manière générale. J'aime pas ma voix, je trouve que j'ai une voix de canard, ça m'insupporte. Encore aujourd'hui? Ah ouais, ça m'insupporte. Je déteste entendre ma voix, en fait. J'ai l'impression de parler comme ça. J'exagère un peu, mais... Et du coup, non, je regarde jamais mes films. Ça m'arrive de tomber des fois sur des films comme ça, mais j'arrive quand même à faire la part des choses et savoir les films dans lesquels je pense avoir été bon et les films dans lesquels je suis vraiment mauvais, en fait. Et là, en l'occurrence, celui-là, c'était vraiment pas bon. Et du coup, derrière, j'ai une traversée du désert un peu longue. Pendant un an et demi, j'ai plus reçu un scénario, il se passait plus rien, alors que j'avais eu ce truc après La Plage qui était énorme. Et là, je me suis dit, ok, c'est le bon moment pour faire mon film. Et c'est ce que tu as toujours rêvé de faire. Et du coup, j'ai fait mon idole, mon premier film que j'ai réalisé, que j'ai écrit, avec François Berléand et avec Diane Kruger. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une sorte de légitimité, de crédibilité dans le métier, qui tout d'un coup m'a vu comme un mec qui n'était pas trop teubé, qui avait... qui n'était pas là par hasard. Voilà, qui était capable d'écrire un scénario et de réaliser un film.
Et ça m'a permis, en fait, derrière, de me lancer, quoi. C'était légitimé. Ouais. Vidocq, il a quand même fait 2 millions d'entrées, le film Ouais. que tu ne trouvais pas bon. Là. Ouais. Il n'est pas très bien noté sur Allociné, 1,6, mais il a quand même marché, quoi. Ouais, c'était le premier film en vidéo, et enfin en numérique, et c'est, voilà. Je vous laisse juger. Après, tu vas te marier avec Diane Kruger. Ouais. À 28 ans, tu te maries hyper jeune. Ouais. Enfin, jeune, c'est pas forcément jeune, hein. Il y en a qui sont ouais. encore plus jeunes que ça. Mais Ouais, c'est c'est ça ce qui m'a pris. tu te maries tout de suite, et parce qu'il faut être sûr de soi quand même, à 28 ans. Ouais, mais moi je suis bélier, donc les béliers, en fait, ça fonce et ça réfléchit après. Une fois que c'est rentré dans le mur, ça réfléchit après, voilà. Mais bon, voilà, c'est une expérience de vie, c'était... Ah non, mais bien sûr. Je regrette pas, c'était voilà. Vous vous mariez combien de temps après votre rencontre? Combien de temps il se passe? T'attends quand même un peu ou c'est assez rapide? Je sais plus, je pense au bout de 3 ans. Un truc comme ça, je pense, de 3 ans, ouais. Je sais pas. Ouais, c'est rapide, quoi. Ouais. J'ai une capacité à oublier certaines choses assez folles. Le cerveau est bien fait. Hein. Ouais. Comment tu pouvais savoir que tu avais envie de te marier à l'époque? Comment tu sais? Tu as eu plusieurs femmes dans ta vie. J'étais amoureux, je pense. J'étais pour en venir à me marier, à faire une demande en mariage. Je pense que je devais être très amoureux, en fait. Ouais, je le sais même. J'étais très amoureux. Ouais. Et donc on se dit que je sais pas si c'est la rupture, justement, de mes parents, le besoin tout d'un coup d'essayer de fonder une famille, de faire les choses bien et de rectifier peut-être des choses que sur lesquelles j'ai souffert, gamin. Tu avais des enfants déjà quand tu étais petit? Enfin, tu avais une envie de famille et tout? Parce qu'il y en a Non. Quand j'étais petit, j'avais un vrai problème existentiel. J'avais un vrai... Je me posais beaucoup de questions de savoir pourquoi j'étais là. Pourquoi tout ça existait. D'ailleurs, je pense que c'est des questions que se posent tous les enfants. Ouais, bien sûr, ça. Mais ouais, je me posais beaucoup de questions. Et puis voilà, je pense que j'ai beaucoup souffert de la séparation de mes parents. J'ai eu une adolescence j'étais pas top dans tes baskets. Ouais, pas super. T'as eu du harcèlement scolaire et tout ça? T'étais un peu renfermé? Non, pas du harcèlement, parce que j'étais très bagarreur. Donc en fait, ça existait pas. On m'emmerdait pas trop. Mais j'étais pas bien, j'étais pas heureux à l'école, je comprenais pas ce que je faisais là. J'étais pas bon, j'étais dyslexique. Donc j'aimais pas le regard des autres sur moi, sur le fait que je sois pas bon en classe et qu'on se foute de ma gueule. Ça me rendait nerveux. J'avais pas envie d'aller en cours. Et puis je montais à cheval, j'allais faire les box le matin à 5h du mat. J'arrivais, je puais le fumier en cours. J'étais un petit peu à part, quoi. Et c'est vrai que j'ai mis longtemps à comprendre que les cours et l'école, c'était vraiment pour moi, en fait. C'était pas pour mes parents, en fait. Mais ça, on met tous longtemps à comprendre. Voilà, que c'est une perte de temps considérable, en fait. Que c'est de pas travailler, ouais. Je suis d'accord. Parce que j'ai redoublé, j'étais le seul quand même à aller passer mon bac français en voiture. J'avais une Fiat 500. T'as redoublé 2 fois? Ouais. Ah ouais. Non, mais j'allais pas en cours. Tu vois, le bac, par exemple, parce que j'ai redoublé mon bac, c'était épreuve philo, CoF5, j'ai pas été à l'épreuve de philo. Donc, il y a peu de chances... Je suis sûr de pas l'avoir. De l'avoir, quoi. Tu vois, j'y ai quand même cru, parce que j'étais au résultat... Et je me suis pas vu dans les refusés. Et donc, j'ai pensé à un moment que j'étais C'était bon? Peut-être. Ouais, je suis arrivé avec mon pote et je regarde directement refusé et je me vois pas. Alors je pourquoi? me dis non, c'est pas possible. Et je me dis, tout à coup, je commence à y croire. Je me dis, putain, peut-être que j'ai eu des super notes dans les autres matières, que ça a équilibré par rapport à la philo. Et c'est passé. Peut-être c'est passé, je suis peut-être en rattrapage, quoi. Donc je regarde la liste des rattrapages. Et je me vois pas dans lui, je dis, ah, non, ça, là, il y a un souci. Et là, j'ai mon pote qui me dit, ah, Guillaume, je t'ai trouvé, tout ça. J'étais derrière le panneau, il y avait une autre liste des refusés, en fait. C'est vrai, ah Ouais. merde. Et là, j'étais, et puis j'ai explosé de rire, et ma mère de loin qui arrive, qui me voit, et qui me dit, tu l'as? Que ça, je dis, non, je l'ai pas, mort de rire. Et là, je me suis pris un salon monumental. Mais ouais, le bac français, tout ça, j'étais... en voiture. D'ailleurs, je te raconte une petite anecdote. Je sais pas si ça t'intéresse, mais je suis arrivé en voiture, donc sur le parking
du lycée, en fait, où je passais le bac français. Et j'étais très en retard. Et il y a une voiture qui allait se garer. J'étais tellement en retard que je lui pique la place et je me gare et je descends de la voiture. Et il y a une nana qui klaxonne et qui m'insulte. Et je l'insulte. Et je me barre. Et évidemment, je m'assieds sur le banc et j'attends l'oral. Et l'examinatrice ouvre la porte et c'est elle que je venais d'insulter sur le parking. Donc, ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas. Et là, je sors le sujet et je tombe sur Jean-Paul Sartre. Elle t'a reconnu, tu penses? Ah bah oui, elle m'a bien reconnu. Ouais. Ouais. Et je tombe sur le sujet qui était Jean-Paul Sartre. Et je ne savais pas quoi répondre. Et j'ai fait le sketch de Dupontel. Jean-Paul Sartre, je sais pas si tu connais, mais il a écrit sa mère, mais ça compte pas. Et je lui ai fait le sketch. Et elle m'a arrêté au bout d'1 minute. En me mettant 1. Et en me disant, je vous mets pas 0 parce que je vois que vous êtes capable de mémoriser un texte. Donc voilà, mon rapport à l'école, c'était ça. Et j'ai mis longtemps, une fois que je suis sorti de l'école et que j'ai commencé le cursus du métier de comédien, à apprendre des textes, à découvrir des auteurs, à découvrir des romans incroyables, que du coup, je me suis rendu compte des lacunes que j'avais et que j'avais perdu un temps considérable à comprendre que c'était pas pour mes parents, fallait aller à l'école, mais pour moi. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mon fils tous les jours. Qui Quand me dit, t'es en société après, ouais. Mais toi, t'as pas à travailler à l'école. Je lui dis, ouais, ben justement, perds pas le même temps que moi, quoi. Moi, c'est l'anglais. Je regrette de ne pas avoir été meilleur en anglais. Ah ouais. Pas avoir pu s'écouter. Tu sais, il y a toujours des matières après, quand t'es en société, qui te manquent, quoi. Bah, ton niveau est un peu plus faible. En lecture, par exemple, tu lisais beaucoup, non? Non. Pas du tout, hein. Moi, je suis dyslexique, donc je lisais 2 pages, je m'endormais direct. C'est en narcoleptique, quoi. C'est comme ça, terrible. Tu vas divorcer en 2006. Ouais. Votre mariage va durer combien de temps avec Diane Kruger? Je sais plus, 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Ouais. T'arrives à rester en contact avec tes ex, toi? Ou c'est un truc qui est dur? Bah ouais, on est resté en contact pendant un petit moment, et puis là, ça fait quelques années que c'est plus froid. Tu as gagné le César en 2007, après du meilleur réalisateur pour Ne le dis à personne avec François Cluzet. C'est à partir de ce moment-là, tu as la carte quand tu as un César. Tu sens un changement ou pas? Bah, ça m'a fait d'abord très plaisir parce que c'est vrai que j'étais en plus le plus jeune césarisé en tant que réalisateur. Donc c'était pour moi, j'étais en plus en compétition, je n'aime pas ce mot-là, mais j'étais en tout cas nommé ce soir-là avec d'autres grands metteurs en scène. Donc j'étais extrêmement... il y avait Alain Resnais, je crois, il y avait plusieurs grands metteurs en scène, donc j'étais très touché de recevoir cette distinction, ce prix. Voilà, c'est un film que j'aimais beaucoup, sur lequel j'avais fait un gros travail, donc j'étais hyper... oui, ça donne confiance, en fait. Ça donne confiance, et ça donne l'impression d'exister à leurs yeux, et d'être reconnu pour le travail accompli, quoi. Donc c'est toujours agréable. C'est en 2010, après tu vas faire Les Petits Mouchoirs, ça va devenir un classique vraiment là, du cinéma français. Ta vie change à ce moment-là. À quel moment tu sens vraiment un up? Bah, en fait, Les Petits Mouchoirs, je l'ai vécu, ce changement, et je l'ai apprécié que longuement après, en fait. Parce que sur le coup, je l'ai pas du tout apprécié, parce qu'en fait, quand je fais Les Petits Mouchoirs, d'abord je raconte un sujet où je parle d'un pote que j'ai perdu, d'une bande. Et donc, c'est un sujet qui est très personnel pour moi. Une histoire vraie? Une histoire vraie. Et quand je tourne le film, du coup, je suis pas heureux, en fait. Je suis pas bien. J'ai des grands moments de doute, j'ai des grands moments de tristesse. Le soir, j'ai le souvenir je partageais la maison avec un pote qui est le chef-op du film, chef opérateur de la lumière du film, et qui était un ami, qui est le parrain de mon fils et tout. Et où la nuit, j'étais en cafard, j'étais pas bien. Et on fait le film, et donc toute l'équipe me dit « Ouais, t'as pas l'air heureux, c'est chiant ». Puis je râlais, j'étais pas, d'ailleurs, avec les comédiens, j'étais pas toujours hyper cool avec eux. Voilà. Eux, ils étaient dans ce groupe où je voulais que ça existe. Colonie de vacances, un peu, ouais. Et que ça soit vivant, et que ça soit truc. Donc ils s'amusaient. Et moi, j'arrivais pas à apprécier ce moment-là, en fait. Et du coup, j'ai été un peu chiant avec eux par moments. Et en fait, quand le film sort, le matin, je suis chez Énergie, à la radio, en train de faire de la promo, et je reçois un message qui m'apprend la mort d'un autre pote de la même bande, en fait, qui se tue dans les mêmes conditions, en moto, pareil.
Comme au début du film, Voilà. Un petit mouchoir. Et donc, du coup, là, je suis azimuté, anéanti. Et du coup, le reste de la promo, je sais pas ce que je fais là. J'ai l'impression de pas du tout être à ma place et de pas me sentir légitime à venir faire de la promo. Enfin, je trouve ça crade. Tout d'un coup, il y a un truc qui est pas normal pour moi d'être là, mais je suis obligé de le faire. Je me suis engagé à faire la promo du film. Et donc, en fait, j'ai pas du tout vécu et apprécié la sortie du film et le carton du film. C'est-à-dire que le film sort 2 jours après. C'est un carton monumental. Moi, je suis en train d'enterrer mon pote. Et du coup, j'ai mis longtemps à réaliser qu'on avait fait 5,5 millions d'entrées, que le film avait autant plu, et que même s'il a aussi eu des gens qui avaient pas du tout aimé le film, mais ça, c'est aussi ce qui se passe quand les films marchent. En fait, il y a toujours des gens qui n'aiment pas, et ça a créé ces discussions et ce bouche à oreille. Et voilà, un film dure 2h37 et faire 5,5 millions comme ça, c'était assez dingue. Et j'ai mis très longtemps à apprécier ça. Et je pense que c'est ce qui m'a conduit finalement à en faire une suite, parce que quelques années plus tard, plein de gens m'arrêtaient dans la rue, me disaient « Ouais, quand est-ce que vous allez faire une suite au Petit Mouchoir, c'est génial ». Puis moi, à chaque fois, non, parce que c'était pour moi un truc... Tu l'associais à la perte de tes potes. Ouais. Et puis, un jour, je tombe dessus à la télé. Je tombe sur le film en plein milieu du film, comme ça, et je regarde 2 minutes en me disant « Tiens, je vais regarder 2 minutes ». Et puis finalement, je reste jusqu'au bout. Et j'ai du plaisir à les revoir, en fait, à retrouver ces personnages. Et à la raison pour laquelle j'avais aussi écrit ce film. Et à un moment, je me dis « Tiens, ça m'a donné envie de les retrouver et de voir... » C'est fou, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'écris la suite, après. Et quand t'es en promo sur Énergie, tu reçois ce message, t'arrives à finir l'émission, quand même? Ça a été très, très dur. Ouais, ça a été très, très dur, parce que c'était pendant une chanson que je regarde mon portable et que je vois le truc. Et... Ah oui, t'es en plein milieu du truc. Ouais. Faut faire semblant après, c'est... Ouais, c'était compliqué. D'être un peu rigolo avec d'autres acteurs. Je pense que je devais pas être très drôle après. je pense que je devais pas être très, très drôle après. Comment tu vas vivre la notoriété? Tu la digères mal? Tu l'acceptes? Tu le vis bien au départ? Parce qu'il y en a qui le prennent différemment au début, comme ça, avec les gros succès. Très sincèrement, j'ai un rapport à la notoriété qui est très étrange, parce qu'en fait, j'aime ce que ça m'apporte dans mon travail, c'est-à-dire cette capacité à avoir le choix, à avoir cette possibilité d'avoir le choix en tant qu'artiste, de faire les films que j'ai envie de faire et d'avoir cette position dans le métier qui me permette de faire ce métier comme j'aimerais le faire, et puis de bien gagner ma vie, d'avoir toute cette chance, quoi. Donc ça, j'en suis totalement conscient. Et en même temps, j'aime pas du tout ça. En fait, j'aime, par exemple, que des gens dans la rue me disent discrètement, me fassent comme ça, me disent un truc. Mais quand c'est... je suis très content de pas être plus connu, en fait. C'est-à-dire... déjà beaucoup... Non, mais je suis connu, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas... un truc où les gens me courent après, où je pourrais pas. En fait, je pense que c'est quelque chose que je ne voudrais pas, en fait, dans ma vie. Je suis quelqu'un d'assez discret. Je sors pas beaucoup dans les endroits people et tout ça. Je suis pas quelqu'un... Enfin, je suis quelqu'un d'assez normal, quoi. Je vis de manière assez basique. Je suis pas quelqu'un de très matériel. J'ai pas de... J'ai des plaisirs assez simples, en fait. Et j'ai beaucoup de potes qui font pas partie du métier. En fait, j'ai plus de potes qui sont pas dans le métier que des gens du métier. Donc, je suis pas dans cette recherche absolue de notoriété, quoi. C'est Philippe Lachaud qui a plein de ses copains en dehors du métier, qui a besoin justement de pas trop, tu vois, compartimenter aussi, d'avoir une vie normale, en fait, hein, pour apprécier ce métier aussi, même, sinon après... Et pour le faire, surtout, parce qu'en fait, quand tu fais ce métier, quand tu t'écris des histoires, il faut connaître aussi la vie des gens, de la vie courante, en fait. C'est-à-dire que si tu es enfermé dans une espèce de tour d'ivoire, en vase clos, avec les mêmes personnes, t'es pas capable d'écrire derrière des histoires avec une véracité, avec une réalité sur la conjoncture, sur sur la société dans laquelle tu évolues, en fait. Donc, ouais, ça me paraît assez... Enfin, en tout cas, pour moi,
c'est quelque chose dont j'ai besoin. C'est ce qui me nourrit aussi, c'est ce qui me permet aussi c'est ce qui m'inspire, en fait. Le contact, par exemple, avec les gars du GI, c'est de vivre avec eux dans leur quotidien, qui m'a permis d'être le plus vrai possible dans l'histoire, en fait. Est-ce que c'est une drogue, le succès? Est-ce qu'à un moment donné, quand ça marche bien, c'est hyper dur quand il y a un film qui marche moins bien, etc. Est-ce que c'est tellement galvanisant? Alors, moi, je pense pas que ça soit forcément le succès, mais c'est... Enfin, si, ça fait partie du succès, évidemment. Mais c'est le fait de t'être planté, en fait. C'est quand tu bosses pendant longtemps sur un projet. D'abord, c'est difficile d'y croire. Quand tu fais un film, c'est 3, 4, voire 5 ans de ta vie. Et donc, tu dois te réveiller tous les matins avec cette même passion pour ce projet, pour ce sujet, en fait. Donc, tu as intérêt à pas te planter sur le choix du sujet, parce que, tu vois, 2-3 ans, des fois, tu te dis, pourquoi j'ai fait ce film, quoi, tu vois. Là, c'est emmerdant. Donc, il faut vraiment que ça t'habite et que ça soit un truc vraiment passionnant pour toi. Et derrière, c'est ça qui est dur, c'est quand ça marche pas. Tu te dis, putain, j'ai fait tout ça pour ça, en fait. Ah ouais. Là, c'est dur, en fait. Mais bon, voilà, c'est aussi pour ça que tu fais ce métier-là, c'est cette adrénaline et cet inconnu. Et moi, j'ai la chance, j'en profite d'ailleurs là, parce que je sais que on est très écoutés, mais de dire sans aucune fausse, enfin, sans aucune flagornerie ni quoi que ce soit, j'ai conscience de la chance que j'ai, en fait, d'avoir des gens, un public qui soit quand même très fidèle et qui viennent voir mon travail et qui soit toujours présent depuis autant d'années. Et j'ai bien conscience que c'est grâce à eux, en fait, si ça marche pour moi et que j'ai cette chance de pouvoir continuer à faire des films. Donc, je les remercierai jamais autant, en fait, les gens, d'être curieux, d'être parfois indulgents sur des choses justement qui peuvent leur plaire un peu moins, mais qu'ils ont la curiosité d'aller voir un autre film après et de voir le travail que je fais. Ça, voilà, c'est sans eux, on fait rien, en fait. Hein, donc, Ça, c'est 99% des gens qui te suivent, ils vont être sympas, etc. Est-ce que parfois, ça t'est arrivé d'avoir des fans qui sont un peu trop, qui vont venir sonner chez toi? Est-ce que tu as déjà eu des gens, justement, tu sais, avec la notoriété, t'as 99,9% des gens qui sont super, et qui sont là parce qu'ils t'aiment et qui te suivent et qui vont voir tes projets. Et parfois, t'en as qui savent pas trop gérer la limite. Ou... Ouais, on a eu une personne, en fait, avec Marion, qui a été... et ça a été très, très loin. Ça a été très, très loin et trop loin. Et c'était assez inquiétant, même, parce qu'il y a eu des menaces et tout ça. Et ça a été loin, ouais. Donc, on a été obligé de prévenir les autorités et tout ça pour que ça s'arrête, en fait. Mais c'est toujours flippant, en fait, quand ça va trop loin comme ça. Un fan de vous deux? Ou un fan de l'un ou de l'autre? Non, une fan de Marion, en fait. Et qui m'en voulait à moi, en fait. Et qui, ouais. Donc... Parce qu'elle pensait que, oui, elle l'aimait, elle. Voilà, exactement. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas érotomane? Ouais. On a l'impression que l'autre t'aime. Ouais, exactement. Tout est fait pour toi dans les films pour que ça soit des signaux. Exactement. C'est ça? Exactement. Et donc, voilà. Donc, c'était assez dérangeant parce que souvent, ces gens-là sont des gens qui ont psychologiquement un souci. Donc, on n'a pas envie non plus de les mettre dans la merde et que les choses se fassent bien avec les autorités pour pas que ça soit non plus qu'elles aient des soucis derrière. Mais en même temps, on a besoin de se protéger, nous, quoi. Ouais. Comment on fait pour avoir un couple qui dure comme toi, en faisant ce métier tous les deux? Comment vous organisez? Comment vous faites pour équilibrer? Ça doit être très dur de... Ouais, c'est pas évident. Alors, comme tous les couples, on traverse des périodes que la Presse People ne s'est pas empêché d'ailleurs de souligner. Pas forcément toujours dans les bonnes périodes. C'est-à-dire que des fois, ils ont 4-5 mois de retard. Ah, c'est vrai, quand ça va mieux, ils disent que c'est en crise. Ouais, avec des histoires pas possibles, de nous prêter des relations avec d'autres. Enfin bon, bref. Ça te fait rire ou ça t'énerve avec les années maintenant? Il y a des moments où ça m'a fait rire, des moments où ça m'énerve parce que c'est toujours en boucle sur des trucs
qu'on voyage en jet privé, qu'on est sur des yachts, qu'on on vit à Los Angeles. Que, bon, je m'en suis moqué dans Rock'n'Roll, d'ailleurs, en disant, en faisant ça, quoi, quand il me dit on va faire un documentaire sur Marion, tout ça, sur Los Angeles, il dit mais on vit pas à Los Angeles. mais bon, voilà. Il y a des choses qui me font rire, des choses qui m'agacent, des choses qui me blessent, parce que quand on se mêle trop de notre vie privée, c'est compliqué, en fait. Quand t'as un mec qui escalade le mur de chez toi et qui vient dans ta maison quand ton fils vient de naître pour aller prendre des photos de toi avec ton fils. Putain, ça arrive, ça. Ouais, c'est arrivé, et puis donc ça part loin, parce que moi, je deviens fou, quoi. Ah bah, de rentrer dans ton jardin. Je vois rouge, quoi. Ah bah attends, c'est insupportable. Donc du coup... T'es sympa déjà de... Ouais. Ouais, donc là, ça part en baston, et puis donc tu finis avec les gendarmes le jour de la naissance de ton fils chez toi. T'as pas envie de vivre ça, en fait. Ouais. Donc voilà, oui, il y a des choses qui me font marrer, puis des choses qui m'amusent moins, et comment je gère le couple... Bah, on le gère comme on peut. Déjà avec les enfants, on essaye de pas travailler en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un à la maison. Et quand il y en a un qui fait un film, bah, l'autre reste à la maison. Mais ça, comment tu peux t'organiser? C'est vrai. Bah, on regarde au niveau des dates des projets. Alors des fois c'est compliqué. Ça dépend aussi quand c'est les tournages à Paris. Oh, putain, c'est voilà, mais on s'organise et on le fait plutôt bien. Et je pense que jusqu'à présent, nos enfants sont plutôt très bien équilibrés. Donc, pourvu que ça dure. C'est dur d'être un bon papa, un bon mari, un bon réalisateur. Ouais. Un bon, de moi, je suis on est très présent avec eux. Je crois que nous sommes des parents très attentifs et très, au maximum, très présents, en fait. Il y a aussi des familles avec des parents qui partent le matin très tôt et qui rentrent le soir très tard et qui voient pas non plus beaucoup leurs enfants. Ouais. Et bon, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir des fois des périodes très intenses sur un plateau, mais des fois après, pendant des mois, on travaille pas et on est à la maison, ou alors moi j'écris à la maison, donc ça permet d'être là, quoi. D'être là beaucoup et d'emmener tous les matins à l'école. Et c'est vrai que voilà, après c'est qu'une organisation. Et puis après, nous, dans le couple, bah, comme tous les couples, on passe par des périodes magnifiques et des périodes de merde parce que ça fait très longtemps et que c'est pas toujours facile de vivre avec quelqu'un. Ah, c'est la vraie vie, quoi. Bah ouais. C'est la vie. Est-ce que parfois c'est dur quand l'un des deux travaille plus que l'autre, quand il y a des périodes, il y a un gros film, il y a un succès, machin. Est-ce que c'est compliqué quand on est deux comédiens, réalisateurs, metteurs en scène? Ouais, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour l'un et pour l'autre parce que quand on fait ce métier, on éprouve des choses très très fortes en émotion, en sentiment, d'exprimer justement ces choses-là. Je pense qu'on fait ce métier parce qu'on a besoin de les exprimer. Et quand on travaille pas pendant une longue période, et qu'on voit l'autre partir en tournage, faire de la promo, aller aux avant-premières, faire des trucs, et quand t'es un peu déprimé, on reste à la maison, je pense qu'il y a des périodes qui doivent pas être faciles. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a eu et j'ai eu beaucoup de chance de travailler beaucoup en même temps que Marion, qui elle a beaucoup travaillé aussi. Et je pense que par contre, ça aurait pu être compliqué pour moi peut-être de voir son succès, de voir tout ce qu'elle a vécu. Si moi je n'avais pas été occupé et je n'avais pas travaillé, je pense que j'aurais pu mal le vivre. Tu vas devenir papa en mai 2011 de Marcel. Ouais. Donc c'est lui qui nous regarde, c'est ça? Ouais, exactement. On embrasse Marcel. Ouais. Ça te change personnellement? Tu sens un changement dans ta personnalité, dans ta façon de voir les choses? Parce qu'on est égocentré quand on est comédien. Ça a tout changé dans ma vie, en fait. Ça a tout changé. La naissance de mon fils, ça a été... D'abord, on devient à une seconde près instantanément amoureux d'une autre personne. Quand je dis amoureux, c'est vraiment on aime plus que soi. Que soi, exactement. Que quand il est malade, on a envie d'être malade à sa place, on a envie de lui prendre le mal. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui se passe dans sa vie, en fait. C'est un bouleversement total. Et donc, voilà, et pour toujours, on sait qu'on aimera cette personne pour toujours, quoi qu'il arrive, en fait,
qu'elle fait partie de soi, en fait. Donc, et puis c'est merveilleux parce que les enfants vous apprennent la vie, en fait. C'est-à-dire qu'on pense les éduquer, mais on se rend compte que c'est eux aussi qui nous éduquent parce qu'ils nous mettent face à nos troubles, à nos doutes, à nos colères, à nos stress. On voit bien, c'est-à-dire que quand on se met en colère, quand on sait pas comment gérer une situation, que en fait on devrait apprendre surtout à la gérer autrement. Et donc c'est vachement intéressant de voir comment on apprend d'eux, en fait. Ça a changé un truc dans votre couple, le fait d'être parent? Ouais. Bah oui, parce que d'abord, effectivement, on a d'autres priorités que nous deux. Ce qui d'ailleurs, des fois, peut rendre la chose un peu plus compliquée pour le couple. Et en même temps... pour tous les couples, hein, je crois, quand même. Bah oui, oui. Et en même temps, le magnifier aussi, parce que tout d'un coup, ça scelle quelque chose de très, très important, en fait. C'est extraordinaire, ce que de voir grandir un enfant qui ressemble à ta femme ou... un peu à toi, et un peu à toi, mais ce mélange et même de psychologie, d'éducation, de cette différence qui fait tout aussi dans l'éducation d'un enfant. C'est quoi le meilleur truc que tu as réussi dans l'éducation on va parler après de ton fils? Tu sais, parfois, on sait qu'on a fait un truc bien, tu sens qu'il y a eu un impact, une discussion, un machin. Est-ce que quelle est la meilleure chose que tu as faite dans l'éducation de ton fils? Je pense qu'il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui, parce que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu gamin. C'est de me dire que c'est que j'ai pas envie de trahir mes parents. Et la confiance qu'ils peuvent avoir en moi, et que lui... c'est de pas trahir cette confiance. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à mon fils de jamais me mentir. S'il fait une connerie, bon, c'est emmerdant, mais je préfère qu'il me le dise plutôt que je le découvre. Donc, ça me touche. C'est un message que tu lui passes en même temps, là. Ouais, mais il le sait, mais ça me touche quand il a fait une connerie et que j'arrive le soir, il me dit « Bon, papa, faut que je te parle. Voilà, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et ça, voilà. » Et il peut y avoir une punition derrière, et une privation d'un truc. Mais bon, faut t'avouer. Voilà, mais c'est mieux ça que je le découvre, où là, il sait que il va prendre plus cher si je le découvre derrière. Tu surveilles ou pas? Il y a des parents qui surveillent beaucoup. C'était Nicolas Sarkozy qui disait, je disais, tiens, sur votre fille, est-ce que vous surveillez un peu? Il me dit, vous pouvez enlever le un peu. Ouais. Est-ce que tu es plus papa qui surveille ou papa un peu... Non, je surveille. Non, je surveille parce qu'on peut avoir confiance et puis en même temps, il peut y avoir des dérapages, mais je surveille pas pour l'emmerder, je surveille pour le protéger. Pour le protéger de certaines choses, en fait. Ce que je lui explique, je lui dis, j'ai quelques années plus que toi, c'est-à-dire que j'ai quand même un peu d'expérience. Je sais quand même les choses où tu vas morfler dans ta vie. Si je peux t'éviter ça en t'expliquant que là, tu vas morfler. Maintenant, si tu as envie d'aller te prendre le mur, vas-y, va te le prendre. Mais c'est dur, hein. C'est dur d'être père. C'est dur parce que... D'ailleurs, j'avais vu une lettre qu'avait lue Franck Dubosc un jour sur les réseaux sociaux, où il avait expliqué ce que c'est que d'être père d'un ado et qu'il faut oser se retrouver dans des situations où l'ado ne va pas vous aimer et va vous en vouloir. Mais ces limites, elles sont importantes, en fait. De créer cette limite, l'enfant, il en a besoin, en fait. Il a besoin de... Ça le rassure, en fait. C'est obligatoire. C'est d'avoir une limite, en fait. Parce que s'il n'en a pas, il est perdu, en fait. Quand il est petit, il t'en veut pas. C'est quand il devient ado, je pense qu'il t'en veut après. Ouais. Quand il est petit, il se rend pas trop compte. Tu lui dis non. Mais après, il peut t'en vouloir, mais il faut accepter qu'il t'en veuille et de dire, OK, tu m'en veux, je comprends, mais ça va te servir, en fait. Alors, c'est dur pour l'ado à ce moment-là de le comprendre et de l'accepter. Mais avec le temps, avec un peu de chance, un jour, moi, je sais que aujourd'hui, j'ai bien conscience de la chance que j'ai eue d'avoir ces limites-là de temps en temps par mes parents. Ouais. Après, tu as une fille qui s'appelle Louise, en 2017. Ouais. Est-ce qu'on parle de choses réussies? Est-ce que tu as raté un truc dans l'éducation un jour où tu t'es dit, tiens, j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais pas dû dire ça, ou donner, je te dis un exemple, il y en a qui ont donné des écrans trop tôt, il y en a qui ont donné trop de cadeaux, trop vite. Ouais. Tu vois, ou donner un portable trop tôt, par exemple. Ouais. Est-ce que toi, tu as fait un truc où tu t'es dit, tiens, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça? Intéressant aussi. Les écrans, je pense que même si on a attendu très tard,
c'est quand même trop tôt. C'est-à-dire que quand je vois certaines personnes comme Cantona qui en parlait un jour et qui en parlait très très bien, comme tu vois tous les mecs de la Silicon Valley quand même, leurs gamins ils sont pas droits aux écrans. Et pas de réseaux sociaux. C'est quand même fou quand même. Mark Zuckerberg, ses enfants, je crois, ils disaient pas de réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire que quand même ils ont conscience les gars quand même de Comment c'est addictif. Ouais. Donc en fait, voilà, on essaye quand même d'être extrêmement prévoyant et de mettre des limites d'écran et des limites de voilà. Enfin, mon fils, par exemple, le portable à 20h, il s'éteint, il a le droit juste d'écouter le podcast, mais pas d'écran, pas d'image. Pas d'image. Tu n'as pas le droit de regarder Légende, quoi. Non, il peut regarder Légende dans la journée, le week-end, mais pas le soir, il peut écouter le podcast. Mais pas pour éviter d'avoir la lumière dans les yeux, bien sûr. Tu fais les réunions parents-prof, tu peux aller encore assister, etc. Malgré le métier, tout ça. Oui, bien sûr. Ouais, j'y vais. T'arrives à vivre les vrais moments? Ah ouais, bah, j'emmène moi ma fille tous les matins à l'école et j'ai des discussions avec les profs, évidemment. Bien sûr, c'est très important. Ouais, évidemment. Non, mais tu as réussi à les accompagner à les choix difficiles, etc. Comme tu disais parfois avant, je sais pas, sur une petite copine, quand il va se casser les dents, tu dis attention, voilà, parce que tu sais par quoi t'es passé, ou s'il est triste pour rien, tu dis t'inquiète pas, dans 2 semaines t'auras oublié. Bah ça, au début, c'était cool, on avait cette possibilité d'en parler. Là, maintenant, c'est terminé. Là, maintenant, c'est terminé. Je n'ai plus le droit même d'émettre la possibilité de poser une question. Ah ouais, c'est vrai. Un retour de donner ton avis d'un anniv, d'une soirée ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas le droit du tout de... Putain, c'est fou. Non. Et est-ce que sur un film, ou quand t'es parti sur un long voyage, t'as loupé un moment important, où tu t'es dit, plus jamais je louperai un moment, tu sais, ça arrive parfois pour des anniversaires, pour des Noëls, j'en sais rien. Est-ce que t'as raté un truc? J'ai raté un truc qui m'a rendu dingue. C'est que j'étais là pour les premiers pas de mon fils, Marcel. Donc c'est un moment magique quand même, la première fois que ton enfant marche. C'est quand même un truc de dingue. Ou alors quand il te dit papa, pour la première fois, je me rappelle très très bien. On était à Pittsburgh sur le tournage de Batman et où il m'a dit papa pour la première fois dans les bras. Bon voilà. Donc c'était des moments magiques. Et ma fille, elle commençait à être pas loin. J'arrivais à presque la faire marcher, mais elle marchait pas encore. Et et puis je pars un matin et je dis là, elle va marcher surtout. Je dis à la maison, vous la faites pas marcher et tout, vous attendez. À la nounou, vous la tenez pas tout droit. Et la nounou c'était pas la nounou d'ailleurs, c'était une personne qui était à la maison à cette époque, croyant bien faire, l'entraîne à marcher toute la matinée et m'envoie une vidéo de ma fille qui marche. En me disant, regardez, c'est génial, ça y est, elle marche. J'étais fou. J'étais dingue. Ils regardent, tes enfants, ce que tu fais, ce que Marion fait? Est-ce qu'ils aiment bien ce que vous... Alors, il y avait un rejet total au départ. Ah bon? Ouais. Je me rappelle un jour de mon fils on était en scout dans Paris. Et à un moment, on s'arrête devant une colonne Maurice où il y avait une photo de sa mère dans un film. Et il me dit... Ah ouais, donc il me dit pourquoi il y a l'affiche? Et je dis là, il y a une affiche parce que c'est une affiche du film pour faire la promotion, pour que les gens aient envie d'aller voir le film, pour leur dire que le film va sortir au cinéma. Ah ouais, donc vous êtes des menteurs. Et je lui dis mais pourquoi des menteurs? Il me dit parce que vous faites que des films de merde. Non, c'est vrai? Ouais. Mais il avait genre 6 ans quoi. 6 ans. Et je dis mais pourquoi tu dis ça? T'as jamais vu un film? Il me dit non mais je suis sûr que c'est des films de merde. Et j'ai dit déjà on parle pas comme ça. C'est un gros mot. Et il y avait un rejet total, ouais, ce qui est normal parce qu'en fait ils n'ont pas envie de voir leurs parents vivre d'autres personnages, être dans une autre histoire et de pas être leurs parents en fait. Leur réalité. Voilà. Et puis ça a évolué un petit peu avec le temps, en tout cas en ce qui concerne Marcel qui est plus âgé maintenant et qui d'ailleurs commence à jouer d'ailleurs dans certains films. Il a déjà joué 2-3 fois. Et ça lui plaît beaucoup. Et donc maintenant, il comprend le processus. Il veut faire comédien? Du métier d'acteur. Je sais pas s'il veut, mais il aime bien, en tout cas, le faire. Et donc, c'est vrai que maintenant, il commence à voir un peu mon travail. Mais
Il y a des films, par exemple, ça me faisait marrer qu'il le voie, par exemple, Rock'n'Roll. Je voulais le revoir avec lui, parce que ça m'amusait, parce que c'est un film que j'aime bien. Et en fait, il m'a appris l'autre jour qu'il l'avait vu avec un pote. Je me suis pris un grand vent. J'étais, ah bon, mais tu voulais pas m'attendre? Non, mais ça t'a plu? Ouais. Voilà. Il faut pas avoir d'ego pour être parent. Hein, non. Non, mais je pense que c'est compliqué pour eux, ce qui est normal. Mais je sais, par exemple, il a beaucoup aimé certains films, comme Ne le dis à personne. Et ça me fait... ça me touche, ça me fait plaisir. Moi, j'ai envie que... Qu'il aime ce que tu fais. Bah ouais, j'ai pas envie d'être un ringard à ses yeux, quoi. C'est une peur, ça. Quand tu grandis, quand il grandit, tu te dis, putain, faut que je sois encore au top quand il va être grand pour qu'il soit fier. Bah là, déjà, je commence à me prendre quand même quelques tarmes dans la gueule de réflexion que je peux faire, où il me regarde et je vois qu'il dit... Il te prend pour un boomer. Ouais, bah ouais. Elle est dure. Mais j'en suis un, forcément. On est tous le boomer de quelqu'un. Mais bien sûr, parce que forcément, bah, des fois, je m'entends dire des trucs, je me dis, bah... Parfois, tu t'en rends compte quand tu dis un le truc. niveau de ringue que je viens de dire, là, ce que je viens de faire. Mais parce que, voilà, c'est vrai que je me rends compte des fois qu'il me parle de trucs que je connais pas, que j'ai pas vu, ou de youtubeurs que je connais pas, ou... voilà, et là, je vois des fois que je suis vraiment à la ramasse, quoi, sur certains trucs, quoi. C'est hyper dur de se remettre. Mais c'est normal, puisque moi, je suis dans mon quotidien à moi, dans ma vie à moi, et que je passe pas mon temps sur YouTube. Donc, en fait, il y a des trucs que je ne sais pas, en fait. Et des fois, ouais, bah... Donc, j'essaie, du coup, de le coller sur d'autres trucs, en disant, et toi, t'es au courant de ça? Tu sais ça, que ça existe? Tu connais le sketch de Jean-Paul Sartre? Non, mais ce qui est marrant, c'est que des fois, par contre, je lui dis, tiens, tu devrais voir ce film, tu vas adorer. Il dit, non, mais ça va, papa, truc. Et après, quand quelqu'un d'autre lui conseille ce film et qu'il le voit, là, il se dit, ah, tiens, il est pas si ringue que ça, en fait. Enfin, c'est drôle. Tu fais gaffe aux réseaux sociaux, au harcèlement scolaire, à tout ça? Ouais, bien sûr. Tu leur parles beaucoup, c'est d'être un... Ouais. Mais c'est là aussi de protéger, de surveiller. Les gamins peuvent être hyper durs entre eux. Hyper durs. Donc, ouais, faut être vigilant là-dessus pour qu'ils gardent la confiance en eux et qu'ils soient pas abîmés par ça, en fait. C'est terrible ce que vivent certains gamins. Le fait qu'ils aient tous les deux, d'ailleurs, des deux parents connus, ça leur a posé problème à l'école ou pas? Oui, ça leur a posé des problèmes, notamment dans l'école dans laquelle Marcel était avant. Et il a fallu s'en occuper, en fait. Il a fallu que j'aille parler aux enfants en question et à leurs parents, en fait. Ouais, pour leur expliquer que j'étais pas le genre de personne à laisser passer ça, en fait. Ah, il faut tout de suite couper. Ouais. Ça a vite calmé tout. Ah, c'est vrai? Ouais. T'as mis un coup de pression des enfants de 7 ans. Ouais. Vous venez tous ici. Ouais. Ouais, J'ai cassé du bras et t'as appris ce que t'as appris au GIGN, tu leur as montré. ouais, c'était 2 mâchoires et un poignet, et c'était réglé. Et ça s'est calmé direct après, ouais. Ouais, ça s'est calmé après. Ouais. Tu disais que tu parlais de drogue, que tu aimais bien fumer de la weed, etc. Comment tu as des discussions? Ah, il va être content, mon fils. Ah, mais tu me disais en interview, non? Ouais, bien sûr. Et comment tu fais vis-à-vis de tes enfants? C'était il y a longtemps, hein, ça. Hein. Oui, c'était une vieille interview, Ouais. mais s'ils retombent sur des trucs comme ça, quel discours t'as? Bah, c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion, justement. On va beaucoup parler de mon fils. Hein, c'est une émission qui va soit beaucoup aimer, soit détester, carrément. C'était... l'autre jour, on a eu une discussion très intéressante là-dessus. Sur... il découvre, hein, au fur et à mesure, maintenant, il commence à connaître la puff, le truc, à l'école. Et de ce sentiment de est-ce qu'on a besoin de faire comme tout le monde? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de fumer de la puff comme tout le monde? Est-ce que si on n'en a pas envie, est-ce qu'on va passer pour un con? Est-ce que qu'est-ce que ça apporte réellement? Donc voilà, c'est des discussions que moi j'ai avec lui, de lui dire, tu sais, en fait, si t'en as pas vraiment envie toi, c'est juste pour faire comme les autres. Ouais. Bah, en fait, si tu le fais consciemment, en expliquant aux autres que t'aimes pas ça et que t'as pas envie, ils vont se sentir un peu cons eux-mêmes, parce que s'il y en a certains qui le font pour faire comme les autres et qu'ils aiment pas foncièrement ça,
ils vont se dire, putain, lui, il a les couilles de dire non, il a le courage de dire non, il a suffisamment de confiance en lui pour dire non. Et voilà, je dis après, sache juste que chaque chose que tu vas essayer, plus tôt tu vas le démarrer, plus tôt tu vas avoir envie d'un truc dur, parce que c'est de plus en plus dur. Et donc, franchement, fais-moi confiance, ça va pas t'apporter grand-chose. Donc voilà, mais parlons-en et j'ai ouvert la discussion là-dessus, sur l'alcool, sur la weed, sur les drogues plus dures et des dangers aussi que ça a amené de gens autour de moi que j'ai pu voir sombrer à cause de ça, de moi, de voir effectivement j'ai fumé de la weed pendant des années et des années. Bah, je me rends compte aujourd'hui que je pensais à un moment que ça m'aidait à écrire ou à faire des trucs. Ah, tu pensais que ça t'ouvrait ton côté? Ouais, je pense que ça m'aidait juste à faire des bonnes siestes toute la journée. Mais c'était pas les meilleurs films que t'as écrits à ça? Non, et puis surtout, tu te rends compte, surtout quand tu fais des trucs sous weed, le lendemain, quand tu relis, en général, il y a beaucoup de déchets hein, quand même. Et tu te rends compte que ce que tu gardes, c'est quand même les 10% ou avant d'avoir fumé, quoi. Donc voilà, voilà, c'est des années où c'était très kiffant et tout, mais aujourd'hui, je sais que ça me procure rien de bon, en fait. Ouais, d'exceptionnel. Ouais. Non. J'ai pris 10 rumeurs, si tu veux bien, pour terminer, sur le cinéma. Tu vas me dire si ça te parle, si tu as déjà vu, si tu n'as pas vu, mais tu as déjà entendu parler, juste pour avoir ton avis là-dessus. Alors aujourd'hui, on ne choisit plus un acteur. J'ai regardé un peu les questions que les gens se posent sur les forums de cinéma. Ouais. Aujourd'hui, on choisirait plus un acteur pour sa notoriété ou ses réseaux sociaux que pour son jeu d'acteur. Est-ce que tu as déjà vu des films dans lesquels c'est arrivé ou... Sans citer de nom, c'est pas le but de l'émission, mais... Non, mais oui, c'est arrivé, effectivement. C'est arrivé... mais même à moi, par exemple, c'est vrai qu'on m'a reproché, par exemple, sur Astérix, d'avoir des gens qui n'étaient pas forcément acteurs à la base et qui étaient des gens très importants dans les réseaux sociaux et tout ça. Moi, pourquoi j'ai été proposé ces rôles-là, qui étaient des petits rôles, hein, parce que moi, en fait, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'on dise que tout le casting était... Il y avait quand même Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, moi, enfin des gens qui ont quand même une certaine expérience dans le métier du cinéma, et beaucoup d'autres, Ramzy, plein de gens qui sont des comédiens, Jonathan Cohen, qui sont des vrais comédiens, quoi. Casting, ouais. Mais pourquoi, en fait? Parce qu'après, il faut savoir vivre aussi avec son temps. Et qu'en fait, Astérix, ça a toujours été un film qui était une sorte de réunion, en fait, de gens très importants. Et à chaque fois, ça a été des castings avec des gens très connus, en fait. Et que les gens, c'est un rendez-vous que les gens vont se faire quand ils vont voir Astérix. Et ça les fait marrer de voir des gens très connus dans ces rôles-là, en fait. Il n'y a jamais eu un Astérix avec des gens peu connus. Même celui de Chabat, à l'époque, il prend toutes les stars montantes, que ce soit Jamel, que ce soit tout le monde, en fait. Et donc, du coup, il y a savoir-vivre aussi dans son époque. Et en fait, le grand public, il est fan de gens qui sont des chanteurs, des youtubeurs, et que c'est hyper cool, je trouve, quand ces gens-là sont bons, comédiens, de les retrouver, leur proposer des rôles, parce qu'ils sont bons en plus. C'est plus pour des petits rôles. Là. Donc je vois pas pourquoi, si ils ont commencé dans le métier en tant que youtubeurs, pourquoi ils pourraient pas être bons comédiens. Je veux dire, Jonathan Cohen en est le meilleur exemple. Voilà, Virginie Efira est animatrice télé. Voilà, exactement. Donc en fait, on s'en fout d'où on vient. Bon, moi, j'étais pas trop d'accord avec ça, et c'est pour ça que je l'ai fait avec grand plaisir. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien, même dans les avant-premières, aujourd'hui, tu arrives dans les avant-premières, il y a énormément d'influenceurs, de youtubeurs, mais parce que ce sont les gens qui arrivent aussi, aujourd'hui, à se connecter avec le grand public et à créer, en fait, cette relation, cette complicité avec le public. Et pourquoi pas, à ce moment-là, s'ils sont bons, ce qui serait dommage, c'est qu'ils soient pas bons. Mais quand ils font des trucs bien, tu vois, Inoxtag, par exemple, quand on voit son docu qu'il a fait, moi, c'est mon fils qui m'a fait découvrir. J'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça génial, même le message qu'il génère, c'est formidable. Si lui, je sais qu'il a envie de faire du cinéma,
s'il est bon, pourquoi il ferait pas du cinéma? Ça t'est arrivé de prendre quelqu'un, justement, sans le citer, c'est pas le but, mais et de te rendre compte que c'est très dur de le faire jouer correctement et de refaire des prises. Comment tu fais au moment où tu vois qu'il sait pas du tout jouer? Non, ça m'est pas arrivé parce que, en fait, tous les gens que j'ai choisis, c'est des gens où j'avais vraiment le sentiment vraiment qu'ils étaient capables de faire ça, en fait. Quand on est à l'aise devant une caméra, quand on fait ce que vous faites, tu vois, il y a quand même un rapport à la caméra et une manière aussi d'être à l'aise qui joue quand même pour beaucoup, en fait. Mais est-ce que ça m'est arrivé En tout cas, ça m'est arrivé à moi. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que c'est déjà arrivé de pas réussir à jouer une scène? Ouais, moi, ça m'est arrivé sur Rock'n'Roll, où je sais pas pourquoi cette scène-là en particulier, j'arrivais pas à jouer. C'était une scène où j'étais assis devant Marion, une scène assez simple, où elle est avec notre soi-disant fils, et où je dis, bon, bah voilà, papa a un petit peu changé de tête, mais j'ai la tête toute, toute botoxée, et je dis, mais bon, voilà, maintenant, ça va se passer bien, et j'ai un long monologue, et en fait, j'y arrivais pas, j'étais fatigué, c'était vers la fin du tournage, j'étais épuisé, et j'étais pas dedans du tout, on a fait une prise, 2 prises, 3 prises, 4 prises, c'était un enfer. Et plus tu galères, plus tu as du mal à repartir. Ouais. Et du coup, j'ai fait une impro. Ça m'a libéré du texte, ça m'a échappé complètement du texte. Et là, du coup, ça a fait rire Rodolphe, le gars qui était derrière la caméra, et qui a commencé à se marrer. Et tout d'un coup, le fait d'avoir un peu un public comme ça... Un retour, ouais. Ça m'a ramené... ça m'a refilé de la patate. Et derrière, j'ai réussi à repartir. Mais c'était compliqué. Est-ce que dans les rumeurs sur le cinéma, les acteurs doivent signer des clauses interdisant de faire des activités à risque pendant les tournages? Est-ce que ça t'est déjà vu? Ah oui, mais ça m'arrive tout le temps, puisque vu que je fais que des activités à risque, j'ai du coup... Paramoteur, par exemple? Ouais. Tu peux pas en faire pendant un tournage? Voilà, donc du coup, souvent, il y a des primes d'assurance, en fait, des primes de risque, en fait, qu'on doit payer en plus, en fait. Et souvent, c'est moi qui dois les payer, personnellement, pour que je puisse faire... Par exemple, à l'époque, quand je montais beaucoup à cheval en concours pendant les tournages, c'était des grosses prises de risque, quand même, et donc, du coup, je payais moi-même l'assurance plus cher pour pouvoir continuer à faire mes trucs, quoi. Les acteurs les plus célèbres ne passent plus de casting. Oui, ça, c'est vrai. En tant que scénariste, c'est courant de se faire voler ses idées de films. Est-ce que ça, c'est un truc qui est vrai, sans dire, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? C'est un milieu comme ça où tu entends une idée de la part de quelqu'un et tu vas le faire? Ouais, parce que pas forcément volontairement. Je suis gentil, là, mais... mais ça peut arriver que certaines personnes à qui tu as raconté une idée... 2-3 mois plus tard, tout d'un coup, se réveille avec cette idée-là dans la tête. Mais c'est lui qui l'a inventé. Et il a oublié, en fait, que tu lui en avais parlé. Et oui, ça peut arriver. Il faut être vigilant là-dessus. Il y a un forum sur Internet qui disait qu'il y avait... Ça fait plusieurs fois que je l'entends, cette histoire. C'est sur Netflix, justement. Ton film arrive le 10 janvier sur Netflix. Donc, est-ce que tu l'as entendu, cette rumeur, qu'il existerait un algorithme où il mettrait le scénario, une sorte d'intelligence artificielle, une machine, où tu mets ton scénario et ça donne une note à la qualité du scénario. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Ah non. Non, mais je vais leur poser la question. Vraiment, ça fait plusieurs fois que je l'entends dans le métier. Je me suis dit que je te la poserais aujourd'hui. Ah non, mais je vais leur poser la question. Et qui valide les scénarios, notamment aux États-Unis, comme ça, en la mettant dans cette machine-là. Ils intègrent le scénario. Ce qui est possible, hein. Ah, c'est très possible. C'est très flippant aussi. Tu as déjà utilisé l'IA? Là, on parle de ChatGPT ou autre chose, mais est-ce que tu as déjà utilisé des outils pour te muscler une arche narrative d'un personnage, pour essayer une scène, etc. Non, ça me fait assez flipper. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je me dis que, par exemple, si j'ai envie d'écrire un thriller avec une histoire d'amour, avec, voilà, je dis thriller, histoire d'amour, 2 personnages, GIGN, bon, il va me sortir un scénario, mais il y a quand même de grandes chances que si quelqu'un d'autre veut faire aussi un thriller avec une histoire d'amour, bah, les 2 histoires quand même se rapprochent énormément. Avec le nombre de films qu'on a déjà réalisés, qui existent déjà c'est compliqué de pas refaire des films qu'on a déjà vus ou on est déjà un petit peu proche. Mais je pense qu'avec l'IA, ça me fait vraiment, vraiment flipper. Au-delà de ça,
Je pense qu'il n'y a rien de plus payant quand tu racontes un film, quand tu écris un film, quand tu joues même un film, c'est de se servir de ce que tu as vécu, et de ton vécu, et de ton émotion, et de le retranscrire dans le scénario. Et c'est là que les gens s'identifient au personnage, et s'accaparent le personnage. L'IA, je suis pas sûr qu'elle puisse faire ça, en fait. Ouais, donc j'ai peur que ça soit vraiment très consensuel et que ça soit un truc très formaté, et que du coup, ça perde de son intensité, quoi. Tu parlais d'Astérix tout à l'heure avec les stars du web, enfin autres que des comédiens que tu as pris. C'est dur les critiques quand tu sors un film comme ça, même si aujourd'hui tu as fait plein de gros succès. On pourrait penser que tu n'en as plus rien à faire. Mais en vrai, est-ce que ça touche toujours? Parce que c'est tellement un bébé. Ouais, ça touche toujours, parce que ce qui touche toujours, c'est quand les gens, en plus, n'ont pas vu le film. Qu'ils ont décidé qu'ils n'aimaient pas le film. Et d'ailleurs, quand même certains se vantent en début de critique, je pense à un en question, en fait, qui avait fait une critique sur Europe 1 et qui avait balancé au début de sa critique que, je vous préviens, de toute façon, évidemment, j'ai pas été voir le film, et évidemment, je n'irai pas pour telle et telle raison, et pourquoi je n'irai pas, et pourquoi je n'aime pas le film. Quand cette personne-là, en plus, est réalisateur, et qu'il sait ce que c'est, que la difficulté que c'est de faire un film, qu'en plus, lui, il s'est pris des fours monumentaux avec ses films, et quand il fait des choses comme ça, d'abord, c'est une insulte pour les gens qui travaillent sur le film, et qui n'ont pas la même responsabilité que moi. Moi, je veux bien assumer cette responsabilité-là, mais quand lui, il fait ça, d'abord, je trouve que c'est pas juste de critiquer un travail de 5 ans de travail sans avoir vu le film. Et il y a une différence entre quelqu'un qui va te dire tiens, j'ai pas trop aimé ça ou pas ça, mais voilà. Le droit, d'ailleurs, on a tous le droit d'aimer au moins. Mais et donc ça, ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est que le lendemain, quand ça a été diffusé, parce que ça c'était en direct, et le lendemain, ils ont remonté en fait l'interview, ah oui. La chronique, en enlevant la phrase où il dit qu'il a pas vu le film. Donc en fait, derrière, il y a des millions de gens qui entendent sa chronique en pensant qu'il a vu le film et que c'est pas bien. Et que c'est pas bien. Donc en fait, voilà, j'ai pas trouvé ça correct, et j'ai trouvé ça assez bas, parce que c'était clair que cette personne ne m'aime pas. Et à la rigueur, je m'en fous qu'il m'aime pas. En fait, il a le droit de pas m'aimer en plus. Il a le droit de pas aimer mes films, il a le droit de pas aimer mon travail. Ça, j'ai pas de problème là-dessus, en fait. J'ai pas de problème avec les critiques et le fait qu'on n'aime pas mon travail. Ce que j'exige, c'est que si on critique, on voit au moins le travail. Voilà, c'est je pense que c'est la moindre des choses, parce que sinon, c'est vraiment du délit de faciès. Et ça, j'accepte pas. Tu l'as appelé? Non, je l'ai pas appelé, mais j'attends de le croiser. Une avant-première, un truc comme ça. Ouais. De toute façon, tout le monde se recroise. Mais je pense qu'il s'est reconnu et qu'il sache que vraiment, c'est mieux qu'on se croise pas. Voilà. Comme disent les Corses, il n'y a que les montagnes qui se recroiseront jamais. Voilà, exactement. Il a fait 4,5 millions d'entrées. Ouais. C'est déjà énorme. Bah, c'est pas mal quand même. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est surtout que le film a voyagé et 2 millions. Dans le monde entier. Et puis c'est surtout qu'il s'est adressé à un public qui est un public d'enfants, de familles, qui encore aujourd'hui, j'ai plein de gamins qui viennent me parler du film. Alors il y a des adultes, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le film parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans le film extrêmement bien réussi d'Alain Chabat, qui est évidemment un chef-d'œuvre et qui est un film génial. La vraie complexité, c'est que mais les gens ne le savent pas, ça, c'est qu'en fait, quand Alain Chabat a fait son film, c'était une autre période où les droits, en fait, d'Astérix n'appartenaient pas aux mêmes personnes. Quand on fait derrière un film aujourd'hui, par exemple d'Astérix, il y a des contraintes qui dépendent aussi des ayants droit, où en fait, il y a des choses, des gags dont on n'a pas le droit. Et donc, du coup, on doit rester dans un carcan et dans un format qui appartient en fait aux ayants droit. Et donc du coup, forcément, ça ne peut pas faire le même film. Ah, il valide tous les canulars, tous les trucs. Mais non seulement ça valide, mais en plus, moi, je n'avais pas le droit d'improviser sur le plateau. Donc quand on se retrouve avec des comédiens comme Jonathan Cohen, comme Ramzy, qui excellent en impro
sur des situations à faire rire parce que tout d'un coup, ils vont transformer une situation et faire que la magnifier, c'était horrible pour moi parce que je me retrouvais coincé entre ces deux pôles et que du coup, je pouvais pas permettre à ces gens-là de libérer leur talent et y aller à donf parce que je savais que derrière, je pourrais pas le monter parce que le scénario était validé au mot près, à la virgule près, en fait. Je voyais des commentaires sous la bande-annonce qui disaient « Vous vous rendez compte, Guillaume Canet a pris 66 millions d'euros ». Oui, pour moi. Oui. Bah oui. Tu les as vus aussi, parce que parfois, certaines personnes pensent que la somme totale du film revient au réalisateur. C'est pas Non, mais quand regardez le film et voyez ce que ça coûte de faire des films comme ça avec le nombre de figurants, les bastons, les effets spéciaux. Et évidemment que non. Ça serait bien. Bah ouais. Pour parler d'argent, tu expliques aux enfants aussi, à tes enfants, que la vie, c'est pas ça. Tu sais, comment tu fais pour les préparer à gagner leur argent? C'est un sujet de pas mal de gens qui ont réussi. Ouais. Essayer de leur donner envie d'en gagner. Depuis le départ, j'ai jamais eu moi, j'ai jamais eu un rapport à l'argent très important, en fait. J'ai la chance de très bien gagner ma vie. Mais c'est pas quelque chose après lequel je cours. En fait, je suis capable de faire des films aussi sans argent, où je participe au film, à une aventure, et où je le fais gracieusement ou en participation, parce que j'ai envie que le film existe, en fait. Donc, j'essaye simplement d'expliquer à mes enfants comment la valeur des choses, en fait. La vraie valeur des choses, en fait. Et qu'effectivement, ils ont de la chance parce qu'ils grandissent dans une famille, dans une maison où on a les moyens de partir en vacances, de faire des choses très cool. Bien sûr. Mais on n'est jamais dans un truc d'excès ou de... Enfin, voilà ce que je te disais, on a un rapport assez simple à la vie, en fait. Mais parce qu'on a grandi comme ça, en fait. Et Marion et moi, on a fait du camping toute notre vie, donc on continue à aimer de se barrer en van avec les enfants et se barrer au Portugal, en Espagne, avec un van, en fait. Parce qu'on y prend autant de plaisir que si on allait dans un grand hôtel de luxe. Voilà, et je pense que c'est cet équilibre-là aussi qui est important aussi pour les enfants, de se rendre compte qu'on peut s'éclater autant à aller faire des vacances hyper simples entre nous. Tu cultives dans ton jardin, tu leur apprends à planter des trucs, etc. Tu vas jusque-là ou tu vas jusqu'où? Ouais. Ouais. Bah ouais, on a un potager. Ouais, c'est kiffant. Ouais. C'est pour ça que j'avais un peu déliré aussi dans Rock'n'Roll. On n'a pas le potager dans l'appartement, quand même pas. Mais moi j'ai un rapport à la terre. Enfin, tu connais sûrement mon rapport à la terre, à l'agriculture et au monde paysan, parce que j'ai grandi là-dedans, en fait. Et que du coup, ouais, je pense que c'est important d'apprendre l'essentiel, en fait, chez les enfants, en fait. Tu suis un peu l'actualité, tu regardes un peu le monde, la politique, les trucs, la géopolitique, ou c'est un truc, tu essaies d'être hermétique à ça, ou au contraire, c'est des sujets qui te passionnent? Non, c'est compliqué d'être indifférent à ce qui se passe, notamment en ce moment, en fait. C'est compliqué. Je parlais des agriculteurs et du fait qu'on perde tous nos paysans en France, ce qui est une catastrophe monumentale, en fait. On a un agriculteur qui continue à se suicider par jour. On a 200 fermes qui disparaissent par semaine. Je sais pas si tu te rends bien compte de ce que ça raconte. C'est un truc vraiment flippant. Et les politiques ne font rien, ça avance pas. Et bon, après, sur tous les autres sujets que l'on connaît de notre société, qui est en train quand même de partir en vrille. Et donc, non, c'est compliqué de pas... Enfin, c'est pas possible même d'être indifférent à ça, non. Tu te fais appeler quand tu fais un film comme Au nom de la terre sur un agriculteur, je vais pas spoiler, malheureusement ça finit mal, c'est une histoire vraie. Est-ce que tu es appelé par le ministre de l'Agriculture à l'époque? Est-ce que pour donner des conseils, pour dire tiens, regardez, ça se passe? On a fait beaucoup de choses avec le film. On a été à l'Assemblée nationale, on a été au Parlement européen, on a été à l'Élysée, on a été au ministère de l'Agriculture. On a essayé de défendre les intérêts de plein de choses. On
On a essayé de faire que certaines associations, comme par exemple Solidarité Paysan, qui est une association qui fait un travail phénoménal, puissent devenir des associations d'intérêt généraux. Mais bon, voilà, les choses évoluent très lentement et ça a servi forcément, parce que ça fait bouger les lignes petit à petit, mais c'est largement pas suffisant en fait. Pour terminer, juste sur Ad Vitam, qui arrive le 10 janvier, la Saint-Guillaume, tiens. Ouais. C'est un stress de sortir un film sur Netflix, là c'est sur Netflix, autre que le cinéma, où c'est moins stressant parce que les gens peuvent aller le voir, vous pouvez aller le voir en replay, un peu comme vous voulez. Est-ce que c'est moins stressant ça ? Je ne sais pas comment l'appréhender. En tout cas, je suis très excité parce que je sais que le film sort dans 190 pays et que c'est quand même un truc de dingue de savoir que le 10 janvier, voilà, dans 190 pays, le film sort. Donc ça, c'est assez génial. Ma seule angoisse, c'est la manière de regarder le film, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que le film, on a fait 2-3 projections là dans des salles de cinéma. Et c'est vrai qu'il y a les scènes d'action, l'émotion du film, parce que c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'émotions aussi, est vraiment retranscrit parce qu'on est assis dans une salle dans le noir et qu'on regarde le film. Moi, j'ai qu'une seule angoisse, c'est que les gens regardent ça sur leur téléphone en accéléré, quoi. Parce que moi, j'ai un neveu qui regarde les films comme ça. En x2 ? J'avais envie de lui mettre 2 tartes, quoi. Je dis, mais t'es fou, en fait. Parce que maintenant, je me dis, je vais avoir envie de faire les films comme ça. Parce que comme ça, quand ils accélèrent, on parlera normalement, en fait. C'est-à-dire que là, on part dans un truc qui est... Il me dit, bah ouais, comme ça, je le vois en 3 quarts d'heure au lieu d'1 heure et demie. Ouais, tout est question de temps, t'as vu, c'est fou. Hein. Mais c'est fou de plus réussir à prendre juste 1 heure et demie pour regarder un film. En fait, nous, on se fait chier à faire que le son soit bon, que le truc et tout. Donc voilà, ma seule angoisse, elle est là. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à être quand même bien équipés. Parce que pour pas très très cher, aujourd'hui, tu peux avoir quand même un bon écran, même d'ordinateur, un truc un peu fat avec un bon son. Et tu peux voir le film quand même dans des bonnes conditions. Mais le regardez pas sur le portable, quoi. C'est l'histoire d'un membre du GIGN qui fait une erreur, sans vraiment d'ailleurs faire une erreur. Voilà, bon, après, on laissera juger. Ouais. Et puis, ça part un peu en n'importe quoi. Il y a des gens qui sortent d'un hôtel, vous verrez, le film, qui sont en fait, finalement, d'autres personnes. C'est difficile de pitcher ce film sans le spoiler. Hein. Alors, si tu veux, je peux t'aider un petit peu. Vas-y. Mais c'est donc Franck Lazareff, ancien membre du GIGN, qui... un groupe armé débarque chez lui un matin, kidnappe sa femme enceinte. Et là, on part en flashback et on comprend ce qu'il a vécu pendant qu'il était au GIGN, et notamment une mission qui a été un dérapage. Qui a merdé, ouais. Et qui fait qu'aujourd'hui, les mecs reviennent pour ça, et qu'il va falloir qu'il aille retrouver sa femme. Et voilà, c'est tous les trucs que l'on a vus 100 fois dans Taken, dans Le Mémoire dans la peau et tout ça, mais c'est les petites recettes comme ça qui fonctionnent bien et qui voilà, je pense, rendent le film... il fait une grande histoire d'amour et du thriller et de l'action. Et voilà. Moi, je suis très, très fier du film. Je suis très heureux du retour que j'ai jusqu'à présent. Netflix, ils sont hyper enthousiastes aussi sur le film. Donc voilà, je croise les doigts et j'espère que les gens auront la curiosité d'aller le voir. Il y a David Coronage, on en parlait, qui était donc un membre du GIGN. Qui a participé au scénario aussi. Qui est le négociateur, d'ailleurs, je vous mettrai en lien si vous voulez aller voir sa vidéo, la vidéo de David. Et il est dans le film, on le voit jouer pas mal dedans. Ouais. Il t'a aidé, du coup, pour que ça soit plus réaliste. Ouais, sur toute l'écriture du film, il m'a beaucoup aidé. Et puis après, même pendant le tournage, sur certaines situations, la véracité. On avait en plus les membres du GIGN qui ont vraiment joué dans le film. Toutes les scènes où ils sont masqués, c'est vraiment eux. Où ils sont cagoulés. À l'enterrement non, mais tu sais, tous les trucs dans l'avion, tous les trucs d'intervention avec le forcené, tout ça, c'est vraiment les vrais membres du GIGN. D'ailleurs, vous verrez au début, pour finir, il y a le Sacré-Cœur. Vous descendez en rappel. Ça, c'est vraiment toi ? Ouais, j'ai fait toutes mes cascades moi-même. Ouais, sauf une. Ah, c'est vrai ? Ouais. Non, tu veux la garder un peu, ouais, bon. C'est le saut de la voiture, en fait.
Quand ça tape. Toute la poursuite en bagnole, tout Et tu roules, tu voyage, fais un voilà. roule. Ouais. Même le cascadeur m'a dit, même pour moi, c'est dangereux, très dangereux. Ah bon? Ouais. Allez le voir et vous verrez ce moment-là. C'est drôle, je trouve, de savoir un petit truc comme ça. Ouais. C'est sympa. Après, quand tu regardes le film, tu vois le truc différemment, quoi. Et pas compliqué d'avoir des autorisations. Vous verrez, il y a le château de Versailles, vous survolez, vous avez les jardins du château de Versailles. Fou. Et là, je suis pour le coup très fier de moi parce que c'est vrai que j'ai beaucoup œuvré pour aller à la rencontre de tous ces gens, que ce soit les autorités, enfin les responsables du château de Versailles, du Sacré-Cœur, de tout ça. Et on a eu la chance d'avoir un accueil et ces gens qui nous ont ouvert les portes, qui ont compris que c'était important pour nous, pour le film, de montrer Paris, de montrer le château de Versailles. Et du coup, voilà, ça a été un peu compliqué à un moment, mais on a finalement eu les autorisations. Surtout que c'était avant les JO, donc c'était compliqué parce que voilà, au niveau de la sécurité, c'était un peu chaud, les plans de drone et tout ça. Et je suis très heureux parce que d'ailleurs, ils ont vu le film il n'y a pas longtemps, ils étaient très heureux du film. Ah, ils ont aimé, ouais. Puis ils ont dit vraiment qu'ils n'avaient pas regretté de nous avoir aidés. Ouais. Ta femme t'annonce qu'elle est enceinte en plein milieu du restaurant dans le film, vous verrez. Il y a des belles scènes. C'est effectivement, c'est à voir sur un écran si vous pouvez à la télé. Ouais. Est-ce que Marion t'a déjà annoncé de manière originale qu'elle était enceinte, ou est-ce que t'as eu une... Je me suis dit que je te le poserais, ça c'est mignon comme moment. Alors écoute, la fois en tout cas où elle m'a annoncé pour Marcel, je l'ai senti dans sa voix avant. Quand elle m'a dit t'es où là, j'étais en train de bosser tout ça dans un bureau avec des auteurs et tout, elle me dit je peux passer te voir et tout. Je me suis dit oh là il y a un truc là. Je sais pas ce qu'elle va me raconter mais il y a un truc là et j'étais comme ça. Et elle est arrivée, quand j'ai vu son visage, quand elle est apparue à la porte, elle a passé la porte, j'ai compris, elle était remplie d'émotions et de joie et j'ai compris assez rapidement. C'est magnifique. Ouais. Merci d'être venu. C'était vraiment cool de t'avoir. C'était super. On a passé un bon moment. Merci. On embrasse encore une fois Marcel ouais. et Louise. Ouais. Merci beaucoup. Ad Vitam, donc le 10 janvier au cinéma. Merci à vous tous d'avoir regardé ou écouté l'émission. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanches. Et même en podcast audio. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très agréable de pouvoir parler si longtemps. Comme ça, on a le temps. C'est vrai. Ouais, on aura le temps de parler. Merci mille fois. On se retrouve très vite. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Ciao tout le monde.